Cette image de ce pommier en fleurs au-dessus d'un champ de colza va nous revenir tout au long de cette initiation à l'astronomie. C'est un peu ce que nous voulons tenter d'éclairer, de montrer comment l'univers, à partir de son chaos initial, s'est transformé, s'est organisé progressivement jusqu'à engendrer la diversité, la richesse des formes végétales et animales, et d'une façon plus concrète, comment a pu apparaître une telle splendeur que ces pommiers en fleurs. Dans la première leçon, on a un peu résumé la situation. J'ai voulu vous décrire le message des sciences sur le sujet de comment le monde est fait, comment le monde est organisé. Et on l'a fait à partir d'une fable. On s'est dit, supposons que quelqu'un comme Aristote, par exemple, qui est un des précurseurs de la science, qui, revenant hypothétiquement sur la Terre, nous demanderait qu'est-ce que nous savons de plus que lui sur l'univers, qu'est-ce qu'après 2500 ans de science nous avons pu apprendre. J'ai dit qu'on pouvait peut-être essayer de résumer en 2 phrases clés le message des sciences depuis 2500 ans. Une de ces phrases, c'est « La nature est structurée comme un langage », c'est-à-dire qu'elle emploie une pyramide d'alphabets superposés, tout à fait analogue à notre pyramide du langage écrit, qui emploie des lettres pour faire des mots pour faire des phrases pour faire des paragraphes, des chapitres et des livres. Et j'ai montré quels sont les alphabets de la nature et comment ces alphabets, en se superposant, font la pyramide de la complexité. Cette pyramide, c'est elle qui détient le secret de toute l'organisation de la nature, de la diversité de la nature. Alors pour cela, j'ai mis ici la pyramide de la complexité avec les alphabets que la nature utilise. Alors au niveau le plus élémentaire à notre connaissance, l'équivalent des lettres, ce sont les quarks et les électrons qui forment des mots qui seraient protons et neutrons, lesquels s'associent pour former des atomes, lesquels s'associent pour former des molécules, des cellules et des organismes. J'ai mentionné aussi comment ce qui soude ensemble ces mots et ces phrases, ce sont des forces, les grandes forces de la nature. J'ai mentionné que, en particulier, ici, interviennent 2 forces. En bas, la force nucléaire, qui est celle qui soude les quarks en neutrons et protons, et qui soude les protons et neutrons en noyaux d'atomes. Et qu'à partir de là, nous sommes dans le domaine de l'électromagnétique. Les électrons sont liés aux atomes, aux noyaux des atomes par la force électromagnétique. Les molécules sont liées ensemble, les atomes dans les molécules sont liés encore par la force électromagnétique, et c'est elle qui régit les niveaux supérieurs ici. Alors ici, le domaine de la force nucléaire, une force très forte, très puissante, c'est le gros œuvre, c'est le béton armé. Ici, le domaine du délicat, du subtil, du plus performant, du plus multiple en comportement, c'est le domaine de l'électromagnétisme. J'ai mentionné qu'il y a une 3e force qui intervient, qui est la force de gravité, et on va voir plus précisément le rôle qu'elle joue dans cette élaboration de la complexité. Maintenant, nous allons aborder la seconde phrase. Je vous ai mentionné qu'il y avait 2 phrases. La première, c'est « La nature est structurée comme un langage ». Ça, c'est ce que nous ont appris les sciences, chimie, physique, biologie, biochimie. Ce que nous apprend, ou nous a appris depuis un siècle environ, l'astronomie, c'est que cette pyramide, qui aujourd'hui est peuplée, ce que je veux dire, c'est que les systèmes qui sont présents à tous ces différents niveaux existent dans la nature. Il y a des organismes, il y a des cellules, il y a des molécules, il y a des atomes, il y a des neutrons et des protons. Chacun de ces niveaux est peuplé par des représentants très variés. Ce que l'astronomie nous apprend, c'est que ça, c'est un phénomène qui n'a pas toujours existé. C'est que dans l'univers très ancien, et grâce à l'astronomie, on peut remonter jusqu'à 15 milliards d'années dans le passé,
L'univers d'il y a 15 milliards d'années était très différent de celui d'aujourd'hui. Non seulement parce qu'il était beaucoup, beaucoup plus chaud, des milliards de degrés, beaucoup plus dense, des milliards de tonnes par centimètre cube, mais aussi parce qu'il était totalement désorganisé. En d'autres mots, à cette période ancienne, tous ces niveaux sont dépeuplés. Il n'y a personne sur chacun de ces niveaux. Il n'y a pas d'organisme vivant, il n'y a pas de cellules, il n'y a même pas de molécules, il n'y a même pas d'atomes, il n'y a même pas de neutrons et de protons. Et bien sûr, il n'y a aucune des grandes structures que sont par exemple les galaxies, les étoiles, les planètes. L'univers d'il y a 15 milliards d'années est constitué de ce qu'on peut appeler une purée, pour dire que c'est très homogène, une purée de particules élémentaires. Ces particules élémentaires sont vraisemblablement, mais pas certainement, les quarks et les électrons. Je vous ai dit qu'il y a ici un élément que nous ignorons. Nous ne savons pas quelles sont les particules hypothétiques qui peupleraient ces niveaux inférieurs. Quoi qu'il en soit, cet univers contient seulement cette purée vraisemblablement gigantesque, vraisemblablement infinie déjà. Beaucoup de vulgarisateurs ont montré l'image d'un univers qui serait apparu à partir d'un point, une sorte d'explosion. C'est une idée que l'on avait en astrophysique jusqu'à il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, les observations plus récentes ne sont pas vraiment en accord avec cette idée d'un univers apparaissant comme un point, mais plutôt d'un univers ayant déjà des dimensions gigantesques et vraisemblablement, mais pas certainement, infinies. Mais dans cette purée, donc, ces particules élémentaires sont comme des boules de billard qui se baladent à gauche et à droite, qui vont droit devant elles, qui à l'occasion se cognent sur leurs voisines, mais ont un comportement extrêmement simpliste, dans le sens que c'est à peu près tout ce qu'elles savent faire. Et l'astronomie nous apprend, nous montre comment, au cours des âges, depuis 15 milliards d'années, à partir des quarks et des électrons, se sont formés des neutrons et des protons. C'est un événement historique. L'univers est un univers historique, avec des dates, comme l'histoire du Canada ou l'histoire de France. On peut dire, à telle année, il s'est passé ceci, à telle année, il s'est passé cela, et avant cette année-là, il ne s'était pas passé cela, et après, cela est devenu dans l'histoire. De la même façon, pour l'univers, nous pouvons maintenant donner des dates, et nous pouvons maintenant, par exemple, montrer à quel moment les quarks se combinent entre eux pour donner les protons et les neutrons. Cela se passe dans l'ensemble de l'univers, ce que j'ai appelé le Big Bang ici, selon la notation traditionnelle. C'est un sujet d'étude aujourd'hui. Par exemple, notre groupe de Saclay est intéressé, en collaboration avec les accélérateurs de Genève et des télescopes qui regardent la distribution de l'univers à grande distance. Nous sommes particulièrement intéressés à cette phase. Nous essayons de comprendre comment les quarks et les quarks se sont combinés pour donner les neutrons et les protons. Ça ressemble un petit peu à ce qui se passe quand de la vapeur d'eau se condense pour donner de l'eau. Il y a une analogie entre les deux, c'est ce que nous appelons une transition de phase, un changement de phase. C'est un sujet d'étude très actif, nous y reviendrons. Et puis ensuite, à des dates encore plus récentes, les neutrons et les protons se combinent progressivement pour donner les noyaux d'atomes. Et ça, nous le savons, ça se passe à l'intérieur des étoiles. L'intérieur des étoiles est extrêmement chaud, et quand il fait très chaud, la force nucléaire s'éveille. La force nucléaire s'éveille là où il y a beaucoup d'énergie. Elle ne vit bien que dans un contexte où il y a beaucoup d'énergie, et elle dégage beaucoup d'énergie. C'est bien sûr ce qui fait le succès des réacteurs thermonucléaires, c'est ce qui fait le pouvoir dévastateur des bombes atomiques. C'est que le nucléaire ne travaille que dans les grandes énergies, dans les grandes dimensions. Alors, les étoiles sont des réacteurs thermonucléaires. Au centre du Soleil, par exemple, il fait 16 millions de degrés. Là, les protons s'associent pour donner des noyaux d'hélium. Cela se passe non pas en un seul instant, comme la transition entre les quarks et les neutrons et les protons,
mais cela se développe depuis maintenant près de 14 milliards d'années, depuis la naissance des premières étoiles. Cela continue encore aujourd'hui et continuera encore longtemps. Quand vous regardez les étoiles briller dans le ciel, la lumière de ces étoiles vient témoigner du fait qu'à l'intérieur de ces étoiles, cette étape est en train d'être franchie, cette marche est en train d'être montée dans cette pyramide de la complexité. L'étape suivante, c'est l'étape de l'association des atomes en molécules. Cela se passe non pas à l'intérieur des étoiles, mais après la mort des étoiles, quand les étoiles explosent et qu'elles projettent leur matière à grande distance. Là, cette matière quitte cet endroit très chaud du centre des étoiles, se trouve dans un domaine beaucoup plus froid, on approche le zéro absolu, moins 270, moins 273 dans certains cas degrés Celsius, donc à quelques degrés du zéro absolu. Et là, la force nucléaire s'éteint, parce qu'elle ne fonctionne que lorsqu'il fait très chaud, et c'est la force électromagnétique qui prend le dessus, et les électrons, par exemple, s'associent à des noyaux d'atomes pour former des atomes, par exemple carbone, azote, oxygène, et les atomes eux-mêmes se rejoignent pour former des molécules. Alors, on voit apparaître pour la première fois dans ces conditions la molécule d'eau, hydrogène et oxygène, le gaz carbonique, carbone et oxygène, le méthane, carbone et hydrogène, l'ammoniac, azote et hydrogène, et aussi des molécules plus évoluées. On retrouve beaucoup, par exemple, de molécules d'alcool dans l'espace qui sont des produits de l'association du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Et cette étape donc est subséquente et elle fait intervenir la force électromagnétique. Et plus tard, à partir de ces molécules, de ces grains de poussière qui sont formés à partir des atomes de silicium et d'oxygène, on va former des planètes solides comme la nôtre. Ils sont d'immenses blocs rocheux sur lesquels peuvent se disposer des atmosphères, des océans. Et dans ces océans, en particulier dans l'eau de la Terre, on a de bonnes raisons de penser qu'à nouveau, la force électromagnétique recommence son travail d'élaboration. Elle va associer des atomes pour en faire des molécules cette fois beaucoup plus élaborées, et on va voir apparaître des molécules géantes que sont l'ADN, les protéines, qui sont à la base de la constitution des cellules, et ces cellules elles-mêmes vont s'associer plus tard. Tout cela maintenant se passe à la surface de la Terre. Nous avons des registres, nous avons des documents assez nets qui nous permettent de reconstituer l'évolution de la vie sur la Terre, en tout cas, et vraisemblablement dans bien d'autres régions. Donc, le second message, celui de l'astronomie, c'est que la pyramide de la complexité s'édifie, S', édifie, au cours du temps. C'est un phénomène historique. Ce que ces sciences nous ont enseigné, la nature est structurée comme un langage, c'est quelque chose qui s'édifie au cours du temps et qui met ces 15 milliards d'années pour atteindre le niveau de richesse et de diversité que nous connaissons aujourd'hui et que nous retrouvons donc sur ce pommier dans ce champ de colza en fleurs. Alors, les forces elles-mêmes vont jouer au travers de tout cela, bien sûr, et un rôle subtil et un rôle dans lequel elles vont se relayer pour poursuivre cette complexité. Par exemple, au début ici, c'est la force nucléaire seulement. Et puis, un peu plus tard, quand apparaissent les premières galaxies et les premières étoiles, c'est la force de gravité qui entre en jeu et qui morcelle, qui scinde, qui fragmente, qui concentre ces masses de gaz et de poussière qui étaient répandues dans l'espace. C'est la force de gravité qui va faire apparaître les étoiles et les galaxies, et cette matière qui s'effondre sur elle-même va se réchauffer, et en se réchauffant, elle va permettre l'entrée en œuvre de la force nucléaire. Vous voyez, la force de gravité joue un rôle secondaire par rapport à la force nucléaire, elle prépare le terrain. S'il n'y avait pas cette force de gravité, il n'y aurait pas d'étoiles chaudes, et la force nucléaire ne pourrait pas entrer en opération. Elle entre en opération dès que des étoiles chaudes apparaissent, et comme je vous ai dit, une étoile comme le Soleil, le centre du Soleil est à 16 millions de degrés. Certaines étoiles comme Antares, qu'on voit bien à l'œil nu, sont à 200 millions de degrés.
Et dans certaines conditions, par exemple au moment de l'explosion de la supernova qui est apparue dans le ciel de notre planète, le ciel de l'hémisphère sud, le 23 février 1987, on sait que des températures de quelques milliards de degrés ont été atteintes. Eh bien, quand de telles températures sont atteintes, alors la force nucléaire travaille à plein rendement et elle élabore donc, à partir des neutrons et des protons, les noyaux des atomes. Et puis, quand l'étoile meurt, cette matière est répandue dans l'espace, c'est la force électromagnétique qui est responsable du passage atome-molécule et formation de grains de poussière qui sont des petites structures liées par la force électromagnétique. Et là, à nouveau, la force de gravité va apparaître et c'est elle qui va rassembler, compacter ces grains de poussière pour en faire des planètes solides, en tout cas dans le cas de notre Terre, de la Lune, de Vénus, de Mars, c'est bien ce qui s'est passé. Donc à nouveau la force de gravité qui permet l'établissement de socles rocheux solides, qui permet l'instauration d'atmosphères et d'océans qui sont liés à la planète par la force de gravité. Si la Terre était moins massive, elle perdrait immédiatement son atmosphère et son océan. Par exemple, sur la Lune, il n'y a pas d'eau, et même si on allait porter des océans sur la Lune n'est pas assez massive pour les retenir, ces océans s'évaporeraient rapidement. Mais la Terre a la masse critique, la masse requise pour garder l'océan, et donc, dans cet océan, va reprendre le jeu de la force électromagnétique. Et cette force électromagnétique va maintenant être responsable de l'association des molécules en cellules et des cellules en organismes. Donc on voit le jeu de chacune de ces forces entremêlées qui se relaient pour prendre la place, pour prendre leur place et pour amener la croissance de la complexité jusqu'à l'apparition de ce magnifique pommier, jusqu'à l'apparition de ce joli paysage de la campagne au printemps. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive à ce niveau, on a compris quelque chose de fondamental, c'est que l'histoire de l'univers, c'est également notre histoire. En d'autres mots, en scrutant le comportement de la matière, en comprenant comment la matière est structurée comme un langage, en comprenant comment la pyramide de la complexité s'édifie au cours du temps, on a compris aussi que cette histoire de cette organisation progressive, c'est notre propre histoire. L'astrophysicien est d'abord un historien, puisqu'il, comme les historiens, il remonte dans le passé pour reconstituer ce qui s'est passé tout au long de l'histoire de l'univers, et à sa grande surprise, il se rend compte qu'il passe du stade d'historien au stade d'autobiographe. Qu'est-ce qu'une autobiographie? C'est ce qu'écrit quelqu'un qui raconte sa propre histoire. Et l'ensemble des sciences, donc, nous dit donc comment nous sommes arrivés ici sur cette planète et comment nous sommes reliés à tous ces phénomènes astronomiques que sont le Big Bang, les étoiles, les planètes, les galaxies. Cette histoire nous relie à notre passé, et notre passé, nos racines, eh bien, nous les retrouvons dans le plus lointain passé de l'univers. En d'autres mots, nous sommes partie prenante avec les étoiles, avec les galaxies, avec les planètes, avec les explosions d'étoiles. Souvent, quand on a pris conscience de la dimension de l'univers vers le XVIIe siècle, et tout au long des siècles passés, quand on a découvert que notre univers n'est pas simplement notre petite Terre, mais notre petite Terre est un grain de poussière autour du Soleil, qui est une étoile banale, à la périphérie, dans la banlieue d'une galaxie gigantesque. Et plus tard, on a appris que cette galaxie n'est qu'une galaxie parmi des milliards de galaxies dans le ciel. S'est posé à nous la question de que sommes-nous dans cet univers? Nous sommes des grains de poussière, nous ne sommes rien du tout. Comme disait Pascal, le silence de ces espaces infinis m'effraie. En fait,
nous réalisons ceci, que cette dimension de l'univers n'est pas un luxe, si on peut dire. Ça n'est pas inutile par rapport à nous, c'est au contraire essentiel. Aussi longtemps qu'on a cru, comme on le croyait jusqu'au XVIIe siècle, que le monde était tout petit, on pouvait se dire qu'après tout, pour héberger l'espèce humaine, il est tout à fait suffisant d'avoir une planète petite comme la nôtre, on n'en demande pas plus. Mais quand on a compris que notre rapport à l'univers n'est pas seulement un rapport que l'univers nous héberge, mais qu'aussi qu'il nous engendre, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut appeler l'infrastructure de la vie, l'infrastructure de la conscience, ce sont des atomes, des molécules, des cellules, et que pour fabriquer ces atomes et ces molécules, il faut avoir des dimensions très grandes. Il faut avoir des étoiles qui vivent pendant des milliards d'années, qui explosent, qui répandent leur matière dans des distances très grandes. Ces étoiles apparaissent dans les galaxies. Il faut avoir ces galaxies dont les dimensions sont de centaines de milliers d'années-lumière. On s'aperçoit que pour engendrer l'être humain, ou les pommiers, je ne fais pas ici de distinction entre l'être humain, le pommier, les colzas ou les mésanges, tous les vivants peuvent à ce même titre relier leur passé au passé de l'univers et découvrir que l'élaboration de leurs atomes et de leurs molécules n'aurait jamais pu se faire dans la petite terre que l'on croyait être la nôtre jusqu'au XVIIe siècle, qu'il fallait avoir des dimensions beaucoup plus grandes. Donc, en peu de mots, l'univers, la dimension de l'univers n'est pas un luxe par rapport à nous. Dans un univers plus petit, jamais les atomes, les molécules n'auraient pu se forger, jamais les êtres vivants auraient pu arriver à terme. Ça, je pense que c'est très important de le dire, et cela donne en particulier un regard tout à fait nouveau sur la recherche fondamentale, sur la recherche en physique, en astronomie, en sciences. Jusqu'ici, c'était considéré un peu comme un luxe qui n'était intéressant que lorsque ça devenait rentable. Oui, mais on dit, mais à quoi ça sert vos recherches? Est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce que ça va nous permettre de guérir telle maladie ou d'avoir des voitures plus rapides et tout ça? Aujourd'hui, on se rend compte que la connaissance n'est pas seulement un luxe pour un être homme ou quelque chose de rentable, c'est quelque chose qui nous relie à notre passé, qui nous permet de retrouver nos racines, et à ce titre, c'est quelque chose qui nous touche de très près, de beaucoup plus près qu'on l'a pensé. On disait, je crois que c'est le poète romain Terence qui disait « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Aujourd'hui, on peut élargir cela et on peut dire « Rien de ce qui est physique, chimique, biologique, géologique, astronomique, planétologique ne m'est étranger, puisque pour raconter notre histoire, raconter nos racines, raconter d'où nous venons, il faut faire appel à toutes ces sciences et que chacune de ces sciences, à son tour, joue un rôle et nous apprend quels sont les chapitres de l'élaboration de la conscience, de l'élaboration de la pensée. On a bien vu comment ici il fallait faire appel à la physique, ici, il fallait faire appel à la chimie, ici à la biochimie, ici à la biologie. Donc, toutes ces sciences, quand on veut remonter dans le passé, retrouver l'origine de cette pyramide, toutes ces sciences sont indispensables. Chacune écrit à sa façon un chapitre de notre pensée, de notre passé. C'est en ce sens qu'on peut dire que rien de ce qui est chimique, physique, biologique, biochimique ne m'est étranger. Alors, avant de terminer, je voudrais conclure sur un autre élément qui est important. Vous avez remarqué que j'ai tracé ici une pyramide plutôt que simplement une échelle. C'est-à-dire le fait que cette structure aille en se refermant sur elle-même veut signifier quelque chose de particulièrement, d'assez précis. Ça veut dire qu'à mesure qu'on monte dans cette échelle, la quantité de matière qui est impliquée au niveau supérieur s'amenuise considérablement. Par exemple, aujourd'hui, il reste une grande quantité de ces particules élémentaires, d'atomes d'hydrogène, par exemple. La quasi-totalité de l'univers est faite d'un gaz hydrogène qui est répandu un peu partout dans l'espace.
Une fraction relativement faible de ces protons et de ces neutrons est associée en atomes, ça représente à peine une partie pour 1000, et une fraction encore plus faible de ces atomes n'a rejoint le domaine des molécules. Et quand on monte ici, bien sûr, on n'a pas là de connaissances à l'échelle universelle parce que nous ne connaissons pas la présence, nous n'avons pas de preuves, de certitude quant à la présence de vie sur d'autres planètes, mais on pense bien que c'est le cas. Mais même sur notre Terre, la fraction de la matière terrestre qui est occupée par des molécules, qui est sous forme de molécules, est une fraction infime par rapport à la fraction de la masse de la Terre elle-même. Et la fraction qui atteint le niveau des organismes est encore plus faible. Donc il y a cet amenuisement qui veut dire que quand on dit que la nature est structurée comme un langage, c'est en fait, on devrait dire, c'est une partie de plus en plus faible de la nature qui a atteint ces niveaux supérieurs. Il serait impensable que tout l'univers se transforme en cerveau humain. Et d'ailleurs, ce serait quelque chose d'assez problématique. Eh bien, cela, c'est relié à certains phénomènes de la physique dont nous aurons l'occasion de parler plus tard, qui s'appelle la deuxième loi de la thermodynamique, la notion d'entropie, c'est des notions un peu difficiles, on y reviendra, mais qui montre déjà, et c'est déjà imbriqué dans la texture de la physique, que seule une toute petite partie de cette matière peut s'organiser. On reviendra à cette idée un peu plus tard. Nous avons maintenant terminé cette présentation générale de l'histoire de l'univers, de l'histoire de la matière qui s'organise. Et maintenant, il nous faut entrer plus en détail dans les différents chapitres, voir de près, grâce aux acquis des diverses sciences, comment ça se passe. Et pour arriver à ce but, nous allons entreprendre un grand voyage dans l'espace, qui va nous présenter ce qu'on peut appeler le spectacle du monde. C'est-à-dire que nous allons explorer la nature à différents niveaux et voir comment l'univers se présente à nous lorsque nous nous déplaçons par rapport à lui dans des proportions, dans des perspectives différentes. L'image que nous avons devant nous nous présente un bon résumé de ce qu'est, de ce que serait un voyage comme celui-ci dans l'univers. Nous allons partir de notre Terre et ensuite nous élever au-dessus de notre Terre pour voir le système solaire dans son entier. Et à partir du système solaire, nous allons regarder la galaxie dans son entier, sortir de la galaxie, aller visiter l'amas local, c'est-à-dire l'ensemble des galaxies qui se regroupent, qui forment ce qu'on appelle l'amas local, et ensuite quitter l'amas local pour voir l'univers dans son ensemble, où les éléments de l'univers sont les innombrables galaxies que l'on arrive aujourd'hui à photographier. On ne va pas utiliser le kilomètre comme unité de longueur parce qu'en astronomie, on serait amené à avoir des chiffres tellement gros que ça deviendrait très embarrassant. On va plutôt utiliser une unité qui est plus naturelle. C'est ce que nous appelons l'année-lumière. Vous savez que la lumière voyage très vite. Elle va à 300 000 km par seconde. Elle va à la Lune en 1 seconde, par exemple, au Soleil en 8 minutes. Et on va appeler année-lumière la distance parcourue par la lumière en 1 an. En kilomètres, ça donne à peu près 10 000 milliards de kilomètres. Voilà donc le trajet parcouru par la lumière en 1 an. 10 000 milliards de kilomètres. Ce sera notre standard de longueur quand on voudra parler d'astronomie. Alors, dans l'image que vous avez devant vous, on commence à gauche. Là, en bas, on a la Terre, notre petite Terre à cette échelle, dont les dimensions sont d'environ, le rayon de la Terre est d'environ 6000 km. Et maintenant, suivons la flèche qui monte vers le haut, à droite, et sortant de la Terre, nous allons voir le système solaire dans son entier. Alors, c'est le Soleil, avec les planètes chacune sur leur orbite. Et puis ensuite, on va monter, sortir du système solaire. Le système solaire a une dimension d'environ quelques milliards de kilomètres.
une toute petite fraction d'une année-lumière, ça représente à peu près 1/1000e d'année-lumière, quelque chose comme quelques heures-lumière, pourrait-on dire. Et ensuite, nous allons suivre la flèche, sortir du système solaire, voir la galaxie dans son ensemble. À ce moment, nous avons atteint des dimensions assez intéressantes. La galaxie a un diamètre d'environ 100 000 années-lumière. Les distances moyennes entre les étoiles sont de quelques années-lumière. Sirius, par exemple, l'étoile Sirius est à 8 années-lumière et Vega à 25 années-lumière. Toujours, les distances entre les étoiles se mesurent en années-lumière. La plus proche étoile, Proxima du Centaure, est à environ 4 années-lumière. Alors, quand on parle de galaxies, donc on est déjà dans les années-lumière, dans les centaines, dans les milliers d'années-lumière. Et ensuite, poursuivant notre voyage, nous allons atteindre le niveau de l'amas local dans lequel notre galaxie est une galaxie parmi un petit groupe. Il y a la galaxie d'Andromède que l'on voit à l'œil nu, par exemple, l'été, auprès de la Voie lactée. C'est un spectacle assez impressionnant aux jumelles. Je vous le recommande si vous avez la chance de savoir où elle est. Il faut avoir quelqu'un qui vous dit où elle est. Il y a les nuages de Magellan qui sont visibles de l'hémisphère sud et dans lesquels une supernova est apparue en 1987. C'est un petit groupe d'une vingtaine ou une trentaine de galaxies. Là, on va parler de millions d'années-lumière. Les dimensions, c'est quelque chose comme 5 millions d'années-lumière. Et puis ensuite, nous allons quitter l'amas local et nous allons atteindre l'amas plus général que nous appelons le grand amas dans lequel nous vivons. C'est l'amas de la Vierge, dans lequel notre amas local est un petit amas. Et cet amas lui-même, alors là, on a atteint des dimensions de dizaines ou de 20 millions d'années-lumière. Et puis ensuite, si nous quittons cet amas local pour nous placer dans une situation où nous entrevoyons l'ensemble de l'univers observable, là, on parle de milliards d'années-lumière. On évalue l'univers observable à environ 15 milliards d'années-lumière. Ça ne veut pas dire que c'est la dimension de l'univers, ça veut dire que c'est ce que nous pouvons en percevoir à partir de chez nous. Il est vraisemblable que l'univers est beaucoup plus grand que cela. Et les dimensions réelles, nous ne les connaissons pas, mais il est tout à fait possible que l'univers soit infini, que le nombre de galaxies dans l'univers soit infini. Qu'est-ce que ça veut dire infini? Eh bien, les mathématiciens ont une définition de l'infini qui est comme ceci. Imaginez un chiffre aussi gros que vous voulez. Eh bien, l'infini, c'est encore plus gros. Ce qui veut dire que si vous voulez connaître le nombre de galaxies, pensez au plus gros chiffre qui vous vient à l'idée. Le nombre de galaxies est vraisemblablement encore plus grand que cela. Alors ça, c'est un parcours rapide de ce que nous allons faire, ce que nous allons maintenant reprendre en détail en revenant chez nous et en regardant comment ça se présente quand on quitte la Terre pour accomplir ce très grand voyage, quand on veut voir ce spectacle du monde. Je vous ai présenté ici une image d'un cratère, qui s'appelle le météore cratère, qui se trouve dans l'Arizona. C'est un grand trou. La dimension du trou, c'est plus d'1 kilomètre de diamètre. Vous voyez devant des images de bâtiments et les petits points blancs qu'il y a près du bâtiment, c'est des parkings où il y a des voitures. Ça vous donne une idée de la dimension. Ce trou a été provoqué par la chute d'une météorite, une très grosse pierre dont le poids se chiffrait en milliers ou en centaines de milliers de tonnes. Cette pierre a provoqué par son impact ce creux, ce cratère, cette cicatrice dans le sol de la Terre. Et cette image est intéressante parce qu'elle nous parle à la fois de la Terre, c'est un spectacle de notre Terre, mais elle nous parle à la fois du ciel, bien sûr, parce que le bolide qui est arrivé sur la Terre est un corps céleste, c'est la collision entre deux corps célestes, la Terre et une météorite. Ce phénomène, cette collision, on va retrouver des exemples en très grand nombre. Nous en connaissons plusieurs au Québec, par exemple.
La Manicouagan est aussi le résultat de l'impact d'une météorite de beaucoup plus grande dimension et beaucoup plus ancien. Le cratère que vous voyez ici n'est pas très ancien, c'est il y a environ 30 000 ans, on évalue à 30 000 ans la date de cette chute. Pour la Manicouagan, c'est plutôt quelques centaines de millions d'années. Il y a d'autres cratères, par exemple dans la baie d'Hudson, pratiquement toute la baie d'Hudson a été créée par un météorite de beaucoup plus grande dimension qui a creusé le sol en cet endroit. Alors ce phénomène, donc, on le retrouvera, il est très universel et on va toujours essayer de faire des liens entre ce que nous connaissons chez nous, que nous pouvons visiter, ça c'est dans l'Arizona, je vous recommande ce voyage, je l'ai fait il y a quelques années, c'est très impressionnant, et ce que nous pouvons voir dans le ciel. Cela va nous donner ce sens que la Terre et le ciel ont des choses en commun, que le ciel n'est pas détaché de la Terre et que la Terre est un astre, tout comme les autres astres du système solaire et de la galaxie. Dans l'image suivante, nous allons nous éloigner lentement de la Terre. Là, nous sommes en avion. Et vous voyez l'atmosphère de notre planète, vous voyez ces nuages et derrière l'océan. Eh bien, cette structure de nuages, d'atmosphère, on va la retrouver également sur beaucoup d'autres planètes. Vénus, par exemple, possède une couche nuageuse extraordinairement importante et Jupiter encore plus importante. La petite tache que l'on voit au-dessus du ciel, c'est la Lune qui vient de se lever au-dessus de l'horizon. Et vous voyez très bien qu'à cette hauteur, on voit que la Terre est ronde, on voit très bien cette courbure de la Terre qui déjà nous suggère à des dimensions pas très élevées que la Terre est déjà ronde. Je crois que nous sommes non pas sur un avion, mais sur une navette spatiale. Je ne suis pas trop certain, mais enfin on est pas très loin au-dessus du sol. On continue à s'élever. Et maintenant, nous sommes à quelques milliers de kilomètres de la Terre. Et là, on assiste à un spectacle très impressionnant, très, très émouvant. C'est le coucher du Soleil derrière la Terre. Le cercle ou le demi-cercle noir que vous voyez là, c'est la face nuit de la Terre. Et cette lunule très mince qui entoure cette boule noire, c'est l'atmosphère. Et le Soleil, passant derrière l'atmosphère, illumine l'atmosphère. La luminescence de l'air nous permet de voir, de suivre l'atmosphère presque sur la moitié de la Terre. C'est un spectacle intéressant et tout à fait contemporain aussi parce qu'on voit bien jusqu'à quel point notre atmosphère est mince. On a toujours vécu dans l'idée que l'atmosphère, l'océan ont des dimensions quasi infinies. Aujourd'hui, les problèmes que nous rencontrons, les problèmes de pollution, les problèmes de détérioration de l'atmosphère et de l'océan, nous rappellent que ça n'est pas le cas, que nous vivons sur une planète qui a une toute petite couche atmosphérique, que cette couche atmosphérique est en danger, qu'elle a été agressée par les déchets qu'on y a rejetés, et que cette couche atmosphérique, cette biosphère, océan et air, sont fragiles et menacées. Nous reviendrons sur ces problèmes à la fin, mais je crois que cette photo est particulièrement, nous dit bien cette situation, nous montre bien combien notre atmosphère est quelque chose de mince et de délicat. Dans la photo suivante, nous allons maintenant nous éloigner et c'est une des premières photos qui a été prise où on voit dans la même image la Terre et la Lune. La Terre est située à gauche, on la voit en croissant, la Terre a des croissants lorsqu'elle est vue de l'extérieur, comme la Lune. Et la Lune est située tout à fait à droite de l'image. La distance entre la Terre et la Lune, c'est un peu plus de 300 000 km, donc une seconde-lumière. Et là, vous avez devant vous notre étalon lumière, non pas année-lumière, mais seconde-lumière. Ce que vous voyez là, c'est une distance de une seconde-lumière. Dans la photo suivante, nous allons maintenant voir la Lune. Nous étudions pour l'instant le système Terre-Lune. Nous allons voir la Lune telle qu'on la voit à l'œil nu. Vous remarquez en particulier ces taches noires, ce qu'on a appelé pendant un certain temps des marias, des mers. En fait, on a cru qu'il s'agissait de surfaces où il y avait de l'eau. Ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'eau sur la Lune. Ce sont en fait des surfaces où la lave est montée à la surface et
a durci. Le sol des mers, c'est un sol solide de lave compactée. Ces mers, ces marias ont été créées également par des cratères, c'est-à-dire par des impacts météoritiques. Et toute l'histoire de la Lune, c'est l'histoire de l'enregistrement de tous ces impacts. La Lune, contrairement à la Terre, n'a pas d'air, n'a pas d'eau, n'a pas de glace, ce qui veut dire que les phénomènes d'érosion que nous connaissons bien sur notre Terre n'existent pas. Sur la Terre, il y a eu également un grand nombre de cratères météoritiques, probablement autant que sur la Lune, même plus, puisque la Terre est plus grande et aussi plus massive, elle attire plus. Cependant, tous ces cratères anciens ont été effacés sur la Terre par l'érosion, les glaces et les vents, alors que sur la Lune, ils sont restés tels quels. Et la Lune est pour nous, en quelque sorte, une archive de ce qui s'est passé il y a très longtemps. Nous pouvons essayer de reconstituer le passé du système solaire, la formation des planètes, par exemple, en allant étudier la Lune. Sur la Lune, vous voyez un document qui est particulièrement intéressant dans le cadre de l'évolution de la pensée humaine. C'est une photo historique. Vous remarquez à gauche en haut, il y a un cratère. Un peu partout, il y a des petits cratères. À quelque échelle que l'on regarde, il y a toujours ces cratères qui sont dus à des météorites de dimension plus ou moins importante. Mais quand on regarde à droite, vous avez des montagnes. Les montagnes de la Lune ont joué un rôle fondamental dans l'élaboration et dans la justification de la théorie de Copernic. Vous savez que Copernic a montré, vers les années 1550-60, que la Terre ne peut pas être considérée comme le centre de l'univers, qu'en fait la Terre n'est pas un socle immobile, mais que la Terre tourne dans l'espace, que la Terre est un astre. Et cette idée qui avait beaucoup de difficultés à entrer, à se faire, à devenir crédible, a été largement défendue par Galilée. Et Galilée, vers les années 1600-1610, regarde pour la première fois la Lune avec un télescope. C'était un tout petit télescope et l'image qu'il en avait est évidemment bien plus pauvre que celle que nous avons là, mais elle était quand même suffisante pour lui montrer que sur la Lune, il y a des montagnes. Et quand il a vu qu'il y a des montagnes sur la Lune, eh bien, il a eu cette intuition. Il a dit, la Lune a des montagnes, la Terre a des montagnes. Cela montre donc une parenté entre la Terre et la Lune. La Lune est un astre, la Terre, donc cela justifiait encore plus l'idée de considérer la Terre comme un astre. Cette découverte a été fondamentale, elle a joué un grand rôle dans l'acceptation du point de vue copernicien, c'est-à-dire de l'idée que la Terre est un astre. Et dans la pièce de Bertolt Brecht, La vie de Galilée, il y a une scène particulièrement intéressante où Brecht invite ses contradicteurs, les gens qui ne veulent pas croire à cette théorie, il les invite à venir voir dans le télescope. Il leur dit, venez, vous allez voir qu'il y a des montagnes sur la Lune. Et les contradicteurs refusent évidemment de regarder, parce que s'ils regardaient, ils risqueraient de changer d'idée, et disent, oui, mais est-ce qu'on doit vraiment croire à ce qu'on voit dans un télescope? C'est une anecdote intéressante qui montre bien l'évolution de la pensée humaine, la résistance qu'il y a à ces changements de vision du monde, et aussi au fait que cette image historique a joué un très grand rôle dans cette évolution de la pensée humaine. On va retrouver la même chose tout à l'heure au niveau des satellites de Jupiter. Voilà une autre image de la Terre, mais cette fois la Terre vue comme un astre. Si Galilée avait pu voir cela à ce moment-là, il aurait eu évidemment la conviction que la Terre est bien un astre et il aurait pu plus facilement vendre cette idée. Là, nous sommes sur la Lune, une Lune aride, c'est un désert de caillasse sans atmosphère, et par contraste, notre planète est bleue, couverte de nuages. Là aussi, on retrouve une planète avec des nuages. Alors, la photo suivante va nous montrer le système solaire dans son ensemble. Au centre, cette tache blanche, c'est le Soleil, et autour, toutes les planètes dans leur ordre respectif. La plus proche du Soleil, qui est un petit peu à droite, la petite, c'est Mercure, et puis ensuite Vénus. Les cercles, évidemment,
indique l'orbite, c'est-à-dire le trajet que font ces planètes au cours de leur révolution, de leur année. Et puis ensuite, on revient vers la gauche du Soleil et nous avons cette boule bleue qui est notre Terre. Un peu derrière la Terre, il y a Mars. Et ensuite, vers la droite, en s'approchant de nous, ce croissant barré, c'est Jupiter. Et ensuite, il y a Saturne, Saturne avec ses anneaux. Nous allons revoir tout cela progressivement un peu plus tard. Derrière, nous avons Uranus, Neptune et Pluton. En bas, on a repris les différentes planètes à l'échelle de leur dimension. Un phénomène très important et à constater ici, c'est que toutes ces planètes ont des orbites qui sont dans un même plan. Elles sont coplanaires, comme on dit. Et cela est fondamental pour comprendre un autre phénomène qui est tout à fait connu des gens qui regardent le ciel, qui était très connu des anciens et qui a été longtemps assez difficile à comprendre. Pourquoi le Soleil, la Lune et les planètes, quand vous regardez le ciel, sont toujours en gros dans la même partie du ciel. C'est une bande qui se situe, une bande qu'on appelle le zodiaque ou l'écliptique. Cette bande part de l'est à l'horizon, elle monte lentement vers le midi, vers le sud. À nos latitudes, elle culmine à environ 45 degrés. Et ensuite, elle redescend vers l'ouest. C'est le trajet que fait le Soleil dans une journée, c'est aussi le trajet que fait la Lune, et c'est aussi le trajet que font toutes les planètes. Il est inutile de chercher une planète près de l'étoile polaire, il est inutile de la chercher dans la direction du nord, ou même au-dessus de votre tête. Si une étoile brillante est au-dessus de votre tête, ou dans la partie nord du ciel, ça n'est pas une planète. Les planètes sont toutes situées dans ce plan qui s'appelle le plan du zodiaque ou de l'écliptique. Et on peut le comprendre assez facilement, c'est relié au fait que dans le ciel, elles sont toutes situées dans un même plan. Par la pensée, mettez-vous sur la boule bleue qui est la Terre, regardez le ciel autour de vous, vous pouvez voir des planètes tout autour de vous dans ce plan, mais vous n'en trouverez pas dans un plan qui est perpendiculaire au plan du système solaire. Donc, c'est quoi que c'est important de relier, d'être en mesure de comprendre ce que l'on voit dans le ciel, quand on regarde le ciel, avec ce que l'on voit quand on regarde une image comme celle-là, c'est-à-dire la connaissance du fait que le système solaire constitue un plan et que toutes les planètes tournent dans ce plan. Et autre chose importante sur laquelle on reviendra, elles tournent toutes dans le même sens, grosso modo. Il y a des petites variations, mais grosso modo, elles tournent toutes dans le même sens, comme une horloge dont toutes les aiguilles tournent dans le même sens, évidemment comme les horloges réelles. Ça aussi, on y reviendra, ça on le comprendra un peu plus tard. On peut se demander pourquoi les planètes sont toutes dans le même plan comme cela et pourquoi elles tournent toutes dans le même sens. La réponse, nous la connaissons maintenant. Cela nous amène au problème de l'origine du système solaire. D'où vient le système solaire? Ça, on en parlera plus longuement dans une émission ultérieure. Je voudrais vous donner quand même quelques éléments de réponse tout de suite. Le système solaire, le Soleil, les planètes, les météorites, les comètes, tout ça a le même âge. Tout ça est né il y a environ 4 milliards 500 millions d'années, à partir d'un grand nuage de gaz et de poussière qui se trouvait dans la galaxie, dans la Voie lactée, et qui s'est effondré sur lui-même par la force de gravité, par le fait que toutes les parties de ce nuage s'attiraient elles-mêmes. Et en s'effondrant, comme ce nuage tournait déjà sur lui-même, en s'effondrant, il s'est mis à tourner de plus en plus vite, un peu comme un patineur de fantaisie, quand il rapproche ses bras, se met à tourner beaucoup plus vite. En tournant de plus en plus vite, ce nuage a pris la forme d'un disque mince, donc en rotation rapide, et c'est dans ce disque que le Soleil est né au centre et les planètes à la périphérie, selon leurs distances respectives, selon leur orbite. Et comme tout cela tournait d'un même mouvement, évidemment, ce mouvement s'est transmis aux différentes planètes, et c'est pour cela que le Soleil, les planètes, la Lune tournent tous
dans ce même plan, c'est que ce mouvement de rotation, elles en ont hérité de la rotation de la nébuleuse, on dit nébuleuse protosolaire, d'où vient le Soleil et tout le système solaire. Alors maintenant, je voudrais, à partir de ce dessin, vous donner encore un peu mieux la possibilité de réconcilier dans votre esprit l'image que vous voyez sur l'écran. Cette image, c'est donc ce que nous verrions si nous pouvions sortir du système solaire. Entre parenthèses, la sonde Ulysse, qui a été lancée récemment, la sonde européenne Ulysse, va nous permettre de faire exactement cela. Elle va aller voir le système solaire d'au-dessus. En 1995, on prévoit qu'elle sera au-dessus du Soleil et qu'elle verra pour la première fois les pôles du Soleil. Et elle verra également les planètes, mais d'au-dessus. Alors, comment réconcilier cette vision que nous avons avec ce que nous voyons dans le ciel quand nous regardons la nuit? C'est très important de pouvoir faire cette relation. Sur ce dessin, j'ai reconstitué la situation telle qu'elle se présente. Ici, il y a la Terre, l'axe de rotation de la Terre, le pôle nord, le pôle sud, la projection de l'axe de rotation dans le ciel, quelque part l'étoile polaire, ça c'est la voûte céleste telle qu'elle nous apparaît, et quelque part ici la croix du Sud. Et j'ai voulu montrer sur cette sphère quel est ce lieu de passage des planètes, où se situe la projection de ces planètes, de ces plans des orbites planétaires. Cette ligne-ci présente l'horizon pour quelqu'un qui serait situé quelque part là. Et ce que j'ai présenté ici, c'est justement cet endroit, cette bande, c'est un petit peu plus large, où se trouvent le Soleil, la Lune et les planètes. On a indiqué ici le mouvement du Soleil, le mouvement apparent à vue de la Terre, le 21 mars, qui est l'équinoxe du printemps, le 21 juin, qui est le solstice d'été, le 21 septembre, qui est l'équinoxe d'automne, et le 21 décembre, qui est le solstice d'hiver. Et bien sur cette bande, donc, vous voyez, qui va monter assez haut dans la direction du sud, ce serait la direction du sud, qui part de l'horizon est, qui monte au sud et qui redescend à l'ouest, se situent toutes les planètes et la Lune, on les trouve toujours dans cette direction, dans cette orientation par rapport à nous. Un peu plus tard, on verra l'équivalent quant à ce qui regarde le mouvement des étoiles dans la galaxie. Et on verra que le mouvement des étoiles dans la galaxie fait quelque chose de tout à fait analogue. Il est situé aussi dans une bande bien déterminée que nous appelons la Voie lactée, le plan de la galaxie. Alors, à partir de cela, maintenant, nous allons explorer progressivement tous ces différents éléments de notre système solaire. Nous allons les regarder un peu rapidement. Nous y reviendrons de façon plus détaillée quand nous étudierons plus tard la physique du Soleil, la physique des planètes. Dans l'image suivante, au centre, notre Soleil glorieux, avec les taches solaires. Ces taches solaires que l'on voit maintenant sont des taches qui ne sont pas toujours présentes à la surface du Soleil. En fait, on sait qu'il y a un cycle de tâches. Il y a des périodes où il y en a beaucoup plus et des périodes où il y en a beaucoup moins. Dans l'image suivante, nous allons maintenant passer successivement les différentes planètes. Nous avons là Mercure. Mercure est la planète la plus rapprochée du Soleil. Vous voyez qu'elle est criblée de cratères météoritiques. Ça ressemble étrangement à la Lune. Il serait difficile pour nous de savoir. Quelqu'un qui n'est pas un spécialiste et qui regarde une région de Mercure ne peut pas dire si c'est Mercure ou la Lune. C'est toujours cette question. Il n'y a pas d'atmosphère sur Mercure. Mercure est très chaude. Il n'y a pas d'atmosphère. Et elle est restée très marquée par ces chocs de météorites. Quand on passe à la seconde planète, qui est Vénus, alors c'est tout à fait le contraire. Elle est couverte d'une atmosphère très importante et on voit des mouvements de circulation de très grande envergure. Alors nous allons maintenant passer à notre Terre. Notre Terre a une atmosphère plus mince. On peut voir le sol à partir de la Terre. On peut voir le sol de la Terre à partir de l'espace. On distingue très bien les continents. Quand vous regardez en haut de la Terre, vous distinguez par exemple l'Arabie,
la mer Rouge, le golfe Persique, là où aujourd'hui le pétrole et l'approvisionnement en pétrole nous causent tellement de problèmes. La quatrième planète du système solaire, en partant du Soleil, c'est la planète Mars. On la voit devant nous telle qu'on peut l'observer au télescope. On la verra beaucoup plus en détail dans des émissions ultérieures. On note déjà cependant des taches blanches en haut à gauche et en bas à droite. C'est l'équivalent de nos calottes polaires. C'est un peu comme le pôle sud, le pôle nord de Mars. Ces calottes, cependant, contiennent de la glace ou de la glace d'eau ou de gaz carbonique, mais contrairement à nos calottes à nous, elles sont très minces. Au lieu d'avoir quelques kilomètres d'épaisseur, c'est quelques centimètres ou quelques millimètres d'épaisseur, de sorte qu'on peut voir le passage des saisons sur Mars simplement par le fait que les calottes rétrécissent au cours de l'été et augmentent en dimension au cours de l'hiver. Évidemment, ce n'est pas du tout l'analogue de notre Terre où, d'une saison à l'autre, le pôle sud, la calotte glaciaire de l'Antarctique n'a pas le temps de changer. C'est ce qui nous montre bien que s'il y a de l'eau sur Mars, il y en a très peu. Nous avons maintenant donc parcouru ce que nous appelons la partie interne du système solaire, 4 planètes qui sont relativement petites, qui sont rocheuses, qui ont des atmosphères relativement minces. Nous allons poursuivre maintenant la partie externe où au contraire on va rencontrer des planètes géantes dominées par des atmosphères, des vents, des ouragans tout à fait gigantesques.